Bonsoir à toutes et à tous. La musique est identique, pourtant là cette fois-ci, pas les lumières. Vous êtes bien dans le deuxième volet d'Honore ses trésors, consacré donc à Halloween. On est à quelques jours d'Halloween, on est le 29 octobre, donc on va pouvoir en profiter. Et je l'avais dit, je les ai kidnappés, je les ai gardés avec moi en plateau. Gladys Dubois et Philippe Crétal. Bonsoir de nouveau à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé d'être resté dans le studio, pas eu trop peur? Non, on a pu Non. profiter faire une petite enquête vite fait. Bon, tout va bien chez vous. Tout va bien chez nous. Très Bon, bien bah, chez alors, c'est parfait. Hier, justement, nous sommes allés au phare de Calais. On va découvrir deux nouveaux endroits mystérieux du territoire. Deux nouveaux endroits mystérieux. Tous les deux, comment est-ce que vous choisissez les lieux dans lesquels vous allez enquêter? Si on prend par exemple le cas du château de Hardelot, c'est pour sa réputation, c'est parce qu'on est venu vous chercher, c'est parce que vous aviez envie? Eh bien, c'est parce qu'on est venu nous chercher, tout simplement. Très fréquemment, très rares sont les endroits... Bon, là, mon expérience qui parle, très rares sont les endroits dans lesquels je me suis rendu spontanément, ou en général c'est vraiment soit le monsieur, madame, tout le monde qui vient vers nous, soit ce sont les organismes. Prenez l'exemple du château d'Ardelot, là en l'occurrence par prolongement le département du Pas-de-Calais qui vient vers nous, voilà, qui nous a mis entre guillemets en concurrence avec une autre association. Nous avons été pris, on a pu faire notre petite enquête et une petite conférence derrière qui a suivi. Ça veut dire que si moi je détecte des présences paranormales, j'ai le droit de faire appel à vous, je peux vous appeler, vous allez venir, et combien ça va me coûter? Parce que ça, c'est important pour que tout le monde comprenne justement votre démarche. Alors, ça va vous coûter très peu de choses, c'est-à-dire 0 €. C'est-à-dire que quoi qu'arrive, on parle du Nord-Pas-de-Calais, mais dans toute la France et dans toute la frontière Benelux, on va dire, on va avoir très large, ça vous coûtera 0 €. Tout au plus un petit café pour nous accueillir. Mais ce café, j'en plaisante, mais il n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que on discute autour d'un café, vous savez, on va discuter de tout ça autour d'un café, c'est une expression qu'on utilise fréquemment. On discute autour d'un café et les langues se délient très facilement quand on parle autour d'un café, des petits gâteaux, etc., etc. Donc ça nous permet, nous, au niveau de l'enquête, de pouvoir créer un lien avec les familles, par exemple, et de pouvoir, en développant ce lien, nous parler de certaines petites choses, des informations. Et ça rassure aussi. C'est ce que j'allais dire, ça crée le climat de confiance, parce qu'on est quand même dans du paranormal, ça peut faire peur. Là, vous rassurez les familles. Voilà, c'est notre but numéro 1, c'est le but de la LRP, c'est de non pas, alors je vais être très péjoratif et je m'en excuse auprès des collègues, c'est pas de chasser le fantôme, c'est véritablement de rassurer l'humain. Voilà, on rassure d'abord le vivant et après, si on tombe sur des phénomènes inexpliqués, avant de parler de phénomènes paranormaux, si on tombe sur des phénomènes inexpliqués, là, c'est l'intérêt aussi derrière. Mais d'abord, rassurer la personne qu'on a en face de nous. Bien, alors on va essayer de vous rassurer peut-être avec ces nouvelles histoires. Théo d'Orangeon, toujours a pris son courage. Il a visité 2 chapelles dans l'Audomarois, celle de Tournon et celle de Seningan. Une histoire de lutins, de druides, ou pourquoi pas vous abreuver une source miraculeuse. On rejoint donc Théo d'Orangeon et son invité dans l'Audomarois. Et on continue notre exploration, notre aventure dans le Nord-Pas-de-Calais à la découverte de ces lieux mystérieux et surnaturels. Et on est ici en plein cœur de l'Audomarois. On a le Calaisis, l'arrière-pays boulonnais, l'Audomarois justement, les Flandres, au Mont-Saint-Louis et cette chapelle de Guémil, la chapelle Saint-Louis. Sylvia Sandos, vous êtes chargée de mission pour la SPL Tourisme de Saint-Omer. C'est un lieu qui mêle histoire et des légendes un petit peu obscures. Un petit peu curieuses, obscures, qui fascinent par leur côté mystérieux, énigmatique. Chaque visiteur qui vient ici doit sentir un petit peu une ambiance tout à fait particulière, que ce soit en toute saison et puis à toute heure de la journée. Pourquoi ce lieu est mystérieux justement? Pourquoi à toute heure de la journée? Alors, le matin ou au crépuscule, vous pouvez avoir des brumes, ça peut ajouter un petit côté particulier. Vous avez les lumières rasantes. Ici, on a la chance d'avoir un merveilleux soleil pour cet après-midi. Et puis, vous voyez, on peut, grâce à ce panorama ici que vous évoquiez il y a un instant, on peut, par beau temps, voir les côtes anglaises, les côtes du sud de l'Angleterre, et admirer à 360 degrés alentour. Alors on pourrait en plus se rapprocher de ces côtes anglaises par des souterrains qui existeraient en dessous de cette chapelle. C'est une des légendes qui fait partie de cette histoire de cette chapelle, des souterrains qui rejoindraient plusieurs villes de la région. A priori, ces souterrains, d'après cette légende, relieraient Ardres à Saint-Omer, mais
peut-être que c'est un petit croisement avec l'idée de l'existence d'une carrière sous nos pieds qui aurait servi à la construction notamment de cette chapelle Saint-Louis, et peut-être aussi d'autres monuments de la région comme ce qui est cité, c'est notamment l'abbaye des ruines Saint-Bertin. Parce qu'on n'a pas vraiment de précision, d'exactitude sur l'origine de cette chapelle, pourquoi elle a été créée. Elle daterait du 15e siècle, Voilà. mais on n'a pas trop de certitude, c'est ça? Apparemment, elle daterait de la fin du XVe siècle. Elle est de style gothique. On le reconnaît aisément à la forme de ses baies en arc brisé. Elle aurait été faite construite par Antoine de Bourgogne, qui était seigneur de Tournant. Alors, on parle de légendes, on parle aussi de druides, avec des rites romains, gaulois. Voilà, pour une période plus ancienne, il est raconté qu'il y aurait eu avant cette chapelle-ci une première chapelle et peut-être effectivement des rites druidiques. Et on parlait de venir ici à toutes heures, peut-être pour croiser apparemment des lutins qui se cacheraient dans le coin. Qui sait, effectivement. Peut-être que vous aurez la chance. Alors moi non, pas encore. On reviendra alors. Il faudra revenir. On reviendra parce que c'est un lieu qui regorge de pas mal de légendes. Les gens sont intéressés par ce lieu. Ils viennent parce qu'il y a un côté assez mystique. Alors mystique, peut-être spirituel, effectivement, selon les connaissances ou les croyances. En tout cas, pour tout promeneur, on est ici, en plus, on ne l'a pas mentionné, mais on est sur le sentier de la Via Francigena, qui est un itinéraire culturel qui relie Canterbury à Rome, donc en passant par Calais et Saint-Omer à et découvrir Thérouanne, pour tous les promeneurs. Et à découvrir par tous les promeneurs. On est vraiment dans une région très jolie. Ce que je vous propose, Sylvia, c'est qu'on va aller à quelques minutes d'ici découvrir une autre chapelle où d'autres légendes, d'autres mythes se cacheraient. C'est bien ça? Absolument. Alors Halloween, on parle, Emmanuel, de surnaturel, de paranormal. On va aussi parler dans cette émission de miraculeux, des choses qui ont pu se passer en faveur de la population, des choses beaucoup plus positives. On est ici à Seningan, devant cette chapelle Notre-Dame des Ardents, où un miracle s'est passé en 1105. Et on va justement rentrer dans cette chapelle avec Sylvia pour découvrir quel a été ce miracle. Sylvia, cette chapelle des Ardents, on l'appelle ainsi à cause plutôt d'une maladie qui aurait eu lieu au XIIe siècle, au tout début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé justement ? Alors en fait, il existait au courant du Moyen-Âge et jusque très tard une maladie qui s'appelle l'ergotisme et qui a été découverte bien tard, à partir du XVIIe siècle. Et il a fallu encore attendre quasiment 200 ans pour vraiment porter un nom sur cette maladie et en connaître réellement la cause. Cela venait d'un champignon qui attaquait le seigle, qui était l'un des principaux composants du pain à l'époque, avant l'arrivée du froment. Et il a fallu bien des siècles pour en trouver la cause. Et en 1105, vous le mentionniez il y a quelques instants, a eu lieu un miracle. Deux ménestrels ont vu l'apparition de la Vierge qui leur a révélé comment soigner les malades de ce mal qui les rongeait, qui les brûlait, qui leur procurait d'atroces souffrances aux membres notamment, les membres sur la peau notamment, et des sortes de rhumatismes. Et donc elle leur a révélé qu'il fallait qu'ils aillent jusque la ville d'Arras pour récupérer une chandelle, la Sainte Chandelle, et il devait la faire brûler et mettre cette cire dans de l'eau et faire boire les malades avec cette eau. Cette histoire est représentée avec ce tableau qu'on retrouve ici dans cette chapelle Notre-Dame des Ardents, avec la Vierge Marie qui apparaît donc pour ces deux personnes qui sont chargées de soigner la population touchée, donc ce qu'on appelle le feu des Ardents, c'est ça ? Oui, feu des Ardents ou feu de Saint-Antoine. Si on avance dans cette chapelle qui n'est pas très grande, mais qui a quand même des très beaux vitraux aussi, on a encore cette fontaine aujourd'hui, Notre-Dame des Ardents, secourez-nous, avec des gens qui viennent prendre de l'eau.
Potentiellement un petit peu un côté bénéfique, mental peut-être, mais psychologique. Tout à fait. Mais avec cette eau qui, soi-disant, serait miraculeuse et guérisseuse, c'est ça ? Absolument. Et concernant cette sainte chandelle, au début du XVe siècle, donc en 1450 à peu près, 1438 pardon, le seigneur local, le comte de Seningan, de Croy, fit venir une portion de cette petite chandelle sainte ici dans la chapelle, dans une châsse en argent qui a renforcé suite à cela le pèlerinage qui se fait en septembre ici et depuis le XIVe siècle. Donc Seningan et cette légende sont connus depuis le XIVe siècle et c'est encore une ferveur locale. Et ça, oui, un attrait touristique et un attrait par rapport à cette eau qui est assez particulier pour la population ici et pour tout l'Audomarois. Un grand merci Sylvia pour cette visite. On va repartir un petit peu sur Halloween et sur ce qui fait peur. Et dans la région, on est quand même une région de sorcières. Et l'Audomarois, on a notre sorcière préférée, Marie Groët. Quelle est son histoire et pourquoi est-ce qu'elle est aussi célèbre ici ? Alors Marie Groët, effectivement, c'est notre sorcière célèbre, la sorcière locale. On l'appelle comme ça à cause de son groët avec lequel elle attraperait les enfants et les adultes qui s'approcheraient trop près du bord. C'est une légende. Trop près du bord des marais de l'Audomarois. Du bord du marais, du bord de l'eau, effectivement. Trop près de l'eau. C'est pour préserver, effectivement, de la noyade. Et elle attraperait ses victimes et elle les emmènerait au fond du marais. Surtout qu'elle a une tête mi-humaine, mi-grenouille. Mi-crapaud, oui. C'est terrifiant pour les enfants. Un petit peu. Et justement, l'Office de tourisme de Saint-Omer, comment est-ce qu'on perpétue cette tradition, cette légende autour de cette sorcière ? Eh bien, nous avons une statue de la sorcière à la Maison du Marais. Ça amuse un petit peu les petits et les grands. On peut se photographier à côté d'elle, d'ailleurs. À vous de la chercher. Je ne vous dis pas où elle se trouve. Et effectivement, c'est une légende qui hante un petit peu les marais encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, il faudra faire attention si on se balade du côté des marais audomarois, à pas trop s'approcher de l'eau. Oui. À n'importe quelle heure aussi. Je ne me prononce pas trop sur la question. Ouais, elle a ses petits secrets, Marie Groët, en tout cas. Merci beaucoup. Des fois elle apparaît, des fois elle se cache. Voilà. Merci beaucoup Sylvia en tout cas pour toute cette visite et pour moi le temps de reprendre la route, Emmanuel, direction la métropole lilloise. Je vous retrouve dans quelques instants et je vais mettre ma petite cape de sorcier. Oui, je pense que c'est l'inspiration de la sorcière Marie Groët qui donne envie à Théo d'être un petit sorcier. Pendant qu'on regardait le reportage, Philippe Gladys, on parlait là de chapelles miraculeuses. Ça fait partie de ce que vous me disiez, des parasciences. On reste dans le domaine quand même du paranormal ? Alors le paranormal, on dit souvent le paranormal ou parascience. Le paranormal est souvent défini comme ce qu'on connaît un peu grâce à la culture populaire, la chasse aux fantômes, encore une fois j'extrapole. Mais c'est aussi les parasciences. Je prends toujours le même exemple, les 3 granules qu'on prend quand on a le nez qui coule, c'est de l'homéopathie. L'homéopathie a été longtemps considérée comme une parascience, mais également donc l'ufologie est une parascience. Voilà, tout à fait. L'ufologie était une parascience et la recherche, voilà, la quête des légendes, des animaux légendaires, etc., reste également de la parascience. Quête des légendes, vous avez donc fait des enquêtes, vous êtes parti à la recherche de ces légendes, vous avez même publié 2 ouvrages, 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais aux éditions Terre de Misiane. Comment est-ce que vous avez choisi vos lieux pour écrire ces ouvrages? Comment vous les avez choisis, vous les avez sélectionnés? Alors, les lieux ont été choisis pour de la plus simple des manières qui soit. J'ai fait ce qui était le plus pertinent, ce qui avait surtout donné quelques résultats, qui étaient très pertinents, mais qui pouvaient aussi être riches d'enseignements pour le lecteur. Je voulais pas quelque chose, je ne cherchais pas à faire quelque chose pour faire peur aux gens. C'était pas le but du livre. C'était vraiment pour expliquer que paranormal, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télévision, pas forcément ce qu'on découvre sur YouTube. Ça peut aussi être des choses qui sont explicables, des choses plus abordables pour l'être humain, tout simplement. Donc voilà, les lieux ont été choisis de cette manière-là. Il fallait que je sois capable d'amener ça de manière, alors je ne vais pas dire drôle, mais ouverte à tout lecteur.
C'est un peu comme ça aussi que vous avez procédé quand vous avez apporté vos conclusions pour le château d'Ardelot, quand on vous avait demandé l'enquête en 2021, quand vous avez mené votre enquête? Alors, quand on a mené l'enquête à l'époque, j'ai souhaité là aussi volontairement rester un peu évasif. Parce qu'on a eu des résultats. Je choisis toujours mes propos, mes termes. Vous entendrez rarement parler, paradoxalement, de phénomènes paranormaux. Par contre, de phénomènes inexpliqués, ça oui, ça j'en parle volontiers. Personne n'a la science infuse dans ce domaine, et en l'occurrence, moi non plus. Donc je ne peux pas me... Voilà. Et c'était une volonté, encore une fois, là, à ce moment-là, de dire, voilà, il se passe des phénomènes inexpliqués dans le château. Parler paranormal, c'est un bien grand mot, mais il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Des résultats que nous avons eus qui sont inexplicables. Donc voilà les enquêtes que vous avez menées. Et aujourd'hui, vous avez de nouveaux terrains d'enquête, Gladys, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez envie de rouvrir des dossiers classés, des cold cases, comme on l'a dit? Exactement. Parce que, pourquoi ce choix? Déjà, en fait, enquêteur du paranormal. Donc, enquêteur, on est forcément obligé de vouloir farfouiller un petit peu partout. Et comme quand j'étais petite, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, ma grand-mère gardait en fait toutes les lettres de mon arrière-grand-père, de mes arrière-grands-pères, qui étaient prisonniers en Allemagne. Et je prenais un malin plaisir le mercredi, entre deux cours de danse, de vouloir en fait toujours farfouiller et puis trouver des vieilles lettres, etc. Je trouvais que c'était... Voilà, l'histoire, en fait, on ne peut pas être ce qu'on est aujourd'hui sans avoir été. C'est-à-dire que l'histoire fait partie de nous. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Excusez-moi, c'est très philosophique. Mais nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui sans avoir forcément un attrait pour l'histoire. Et en rencontrant Philippe, justement, moi, j'ai plutôt cette casquette-là. Donc, j'avais fait quelques études de littérature, donc des études littéraires. Mais je suis passionnée d'histoire. Et c'est vrai que dans les enquêtes paranormales, on ne peut pas s'approprier, entre guillemets, un lieu pour en faire une enquête sans connaître le passé et sans s'y intéresser. Et c'est un petit peu notre complémentarité, justement, c'est de pouvoir en fait allier les enquêtes paranormales et l'histoire. Et en fait, ce que j'aimerais à terme pouvoir mettre en place, ce sont plutôt des histoires locales, pouvoir déterrer un petit peu, sans faire de mauvais jeu de mots, pouvoir déterrer un petit peu les histoires et le patrimoine culturel et de faits divers de chez nous, voilà, régionaux, et pouvoir allier ça avec les enquêtes paranormales. Et lequel des deux, dans ces cas-là, va chercher le cold case? C'est vous, dans ces cas-là, qui faites les recherches et Philippe se joint, ou des fois Philippe se souvient d'une histoire? Là, c'est Gladys à l'initiative. C'est Gladys systématiquement, parce qu'elle ne va pas oser le dire. C'est Gladys systématiquement. Voilà, c'est un puits d'histoire. Moi, je suis, j'ai envie de dire, elle, c'est le jour, moi, c'est la nuit. Les enquêtes de jour, les recherches dans les archives nationales, départementales, régionales, c'est pour Gladys, parce que c'est une passion qu'elle voit ça. Et moi, ce sera la deuxième partie de l'enquête. Une fois que celle-ci aura été terminée 2 jours, on va essayer de prendre contact avec les éventuelles énergies et entités qui resteraient sur les sites où ont lieu ces drames. En un mot, très rapidement, avant de rejoindre notre petit sorcier Théodore Anjon, est-ce que vous avez déjà eu peur quand vous avez mené vos enquêtes? Jamais. Non. Voilà, c'est merci. Non, voilà, il n'y a absolument pas à avoir peur de quoi que ce soit. Ce sont en fait au final des énergies. Enfin, il faut plutôt prendre ça vraiment comme des énergies. Et on peut se protéger tout simplement en ayant peut-être un objet fétiche, quelque chose qui peut nous rassurer, etc. Mais pourquoi y aller de toute manière en ayant peur? Au final, de toute manière, puis un jour, on aura forcément les réponses à nos questions. Alors, pour conclure ce rendez-vous d'Honore ses trésors, je vous propose de faire un petit peu de magie, comme les sorciers. Donc, Théodore Anjon a revêtu sa cape de sorcier parce qu'il a pu entrer dans le laboratoire le plus secret du meilleur professeur de physique de chimie, Jean Espérance, à l'origine du 3e volume du petit manuel de maléfices pour sorciers débutants. Et on se retrouve dans le repère le plus secret de tous les sorciers et sorcières de France. Juste derrière moi, il y a Harry Potter. Je pense qu'on est au bon endroit. On est avec le professeur Xionnixès. Vous êtes Jean Espérance dans la vraie vie. Vous nous avez ouvert vos portes ici dans ce repère. C'est incroyable.
ce que vous avez comme collection pour dans l'esprit Halloween un petit peu, c'est pas mal. On est dans le monde des sorciers là, complètement. Ouais. Sorcier, vous l'êtes un peu parce que vous faites des expériences, vous avez écrit des livres pour faire des petites expériences de sorciers. Bon, ici c'est un peu petit. Ouais. C'est un peu petit, on va aller on va trouver ailleurs, un endroit un peu mais plus en tout grand. cas tout est prêt pour faire pas mal d'expériences et bien sûr s'amuser pour Halloween. Ouvrez le livre, page 38 pour cette première expérience. La référence, vous l'avez évidemment avec Harry Potter. La boule de feu. On va créer une boule de feu dans ce manuel, le petit manuel de Maléfice pour sorciers débutants quand un prof de chimie se transforme en sorcier. C'est aux éditions DBS. Alors juste avec pas grand chose, on a tout ce qu'il faut là. Matériel, une chandelle, une orange. On l'a, chandelle, orange. On va réussir à faire des boules de feu, c'est ça? Ouais. Petite gerbe de flamme avec juste la peau d'une orange et une petite flamme sur une chandelle. Voilà, expérience numéro 12. Première étape, allumer la chandelle et la faire tenir debout. Tout d'abord, on allume la chandelle parce qu'il faut quand même avoir une petite flamme déjà qui existe. Deuxième étape, éplucher l'orange pour en extraire un gros bout de peau. Donc on va en prendre un petit pot, un petit morceau quand même, un peu gros. Je vais essayer avec ça, c'est pas très gros mais on peut essayer. Puis hop, oh non c'est trop petit. C'est trop petit. Donc là, hop, on va en prendre un gros bout. Voilà, et on va tout simplement faire un petit pchit avec la peau d'orange. On la presse d'un seul coup contre la flamme et en fait ça va permettre de faire des petites gerbes de flamme. Des toutes petites boules de feu mais qui sont bien présentes, on les voit bien. Franchement c'est assez impressionnant. Et c'est assez intriguant d'ailleurs. Je vais essayer d'en faire une plus belle. Je vois quand même, professeur, qu'il y a quelque chose qu'on respecte pas. Il faut prononcer une formule magique. Ah oui, pardon. Donc la formule magique Confringo, qui est une référence à Harry Potter aussi, c'est un sort qu'on a dans l'univers de J.K. Rowling. Et si je dis Confringo et que je presse une peau d'orange, du coup, bah, normalement, ça peut permettre de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, avec la formule, ça marche mieux. C'est trop bien. Ouais, j'avais oublié la formule, c'est pour ça. Voilà. Non, mais c'est trop bien. Bah, c'est aussi impressionnant qu'avec très peu de choses, on puisse faire des petites expériences qui peuvent amuser les petits et les grands, en fait. Ouais, bah, c'est le but des livres que je propose, c'est vraiment de proposer une manière d'aborder les sciences déjà un petit peu différente de l'école où on est assis sur une chaise, etc. Là, en fait, avec ce qu'on a dans les tiroirs à la maison, ce qu'on peut trouver dans nos placards, on peut faire plein de choses. Il faut juste savoir quoi faire. Et là, bah, du coup, je vous donne avec ce livre-là une grosse trentaine, un peu plus de 30 expériences avec vraiment ce qu'on a à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'expérience scientifique et se faire passer un petit peu pour des sorciers. On va passer au niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est Mage Noir Prometteur. Et donc, page 60, on va s'attaquer au sang du vampire. Ouais, là, on va commencer à partir dans le côté chimie, même si le rouge de phénol, pareil, on pourrait croire que ça se trouve pas facilement. En fait, ça se trouve au rayon de piscine, d'un magasin de bricolage, puisque ça sert à tester le pH des piscines, justement. Bon, alors, donc avec là, ça, on peut faire du sang de vampire. Donc, en gros, ce qui est rigolo, c'est que quand je vais mettre un liquide transparent à l'intérieur du sang de vampire, ben, on va pouvoir observer que ça change complètement de couleur. Et le liquide transparent, en fait, c'est parce que c'est pas vraiment de l'eau, c'est du vinaigre. Et comme on teste le pH, ça fait référence à l'acidité. Et le vinaigre, c'est un acide, donc ça fait changer la couleur. D'accord, mais en fait, c'est que de la chimie, en fait. C'est que de la connaissance et on peut s'amuser tellement. Je pense que c'est un petit peu aussi pour certains enfants, se dire, yes, un professeur de chimie qui nous fait faire des explosions, des boules de feu et plein de petites expériences cool, c'est sympa. Ouais, oui, c'est toujours le truc un peu rigolo avec la science, c'est quand on fait des expériences, quand on regarde des trucs un peu marrants, ça change de couleur, ça fait des petites flammes. Voilà, on peut faire plein de trucs rigolos. Professeur, on n'a pas encore atteint le stade 3, le niveau 3, Seigneur des Ténèbres. On est resté un mage noir pour le moment. On y viendra, on vous laissera venir évidemment à ce niveau 3. C'est le 3e livre que vous proposez. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ces livres que vous avez fait en forme un petit peu de grimoire sorcier, on va dire? Alors à la base, l'idée c'est venu parce que c'était il y a longtemps, à Noël, j'avais prévu de faire un cahier de vacances pour les abonnés qui me suivent sur YouTube. Et dans ce cahier de vacances, j'avais proposé justement 2 ou 3 petites expériences. C'était un truc gratuit que je proposais en PDF, ils pouvaient le télécharger, l'imprimer chez eux. Et après, en écrivant mon expérience, je me suis rendu compte que j'avais du mal à choisir parce que j'en connaissais plein. Je dis, mais en fait, j'aurais carrément de quoi écrire un livre. Et j'étais là. Et si on écrivait un livre? Donc du coup, j'ai contacté des éditeurs et puis De Book m'a répondu et on a signé quasi tout de suite sur une simple idée parce qu'ils ont adoré l'idée, donc j'étais vachement content. Et je savais même pas que ça allait partir sur une collection à la base, mais là voilà. Idéal pour Halloween, idéal pour Halloween. Faire l'apprenti sorcier. Et pour les cadeaux de Noël. Professeur, moi j'ai un sort à vous proposer. Ah, parce que vous êtes aussi un sorcier, du coup. Un sorcier avec une baguette. Et je pense qu'on va même disparaître tout de suite. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée d'Halloween. On va
frissonné. J'espère que vous avez frissonné, professeur, quand Ah même. oui, mais là j'ai disparu, donc je ne me vois plus. Donc, Voilà. je ne sais pas. Un petit peu de frisson quand même pour tout le monde. On est quelque part, on vous le promet. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée d'Halloween et à bientôt avec Emmanuel Calafiore. Eh bien voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas célébrer Halloween cette année. Voilà, c'est très bien comme ça. Un grand merci Théo, j'espère le récupérer un jour ou l'autre. On va voir si on peut le faire réapparaître. Un grand merci Gladys Dubois, un grand merci Philippe Créta, tous les deux d'être venus en plateau. On va suivre vos nouvelles aventures avec impatience, véritablement. Et puis je rappelle le titre de vos 2 ouvrages, Philippe, 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais, aux éditions Terre de Misiane. Merci, bonne soirée à toutes et à tous, et puis merveilleuse Halloween.